Et oui, qui dit vidéo spéciale dit changement de générique, et au passage on va changer de décor. Voilà, là on y est, là on est dans l'ambiance. Et salut tout le monde, c'est l'Oncle Buck, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle émission de BuckTales, spéciale Star Wars. Dites-moi, quelle est la toute première chose que vous pensez dès que je prononce le mot Star Wars? Ou bien que vous entendez cette musique que je passe en fond? Sans doute vos personnages et moments préférés de la trilogie, ceux de la prélogie et de la Disneylogie. Ah là là, quelle magie! Il est clair que la saga Star Wars est l'un des plus gros monuments qu'ait jamais connu Hollywood, en termes de réussite au box-office, de création d'univers, et surtout de création de communautés de fans. Fans qui se livrent de nos jours à une petite guerre, entre ceux qui défendent la trilogie, face à ceux qui défendent la prélogie. Et au beau milieu de ce conflit, on a ceux qui défendent le réveil de la Force, dont je fais partie, face à ceux qui le détractent. Si je devais qualifier la saga Star Wars en quelques mots, eh bien ce serait légende cinématographique. Oui, je pense que c'est justifié pour quelqu'un qui a découvert Star Wars au début des années 90 alors qu'il avait même pas 4 ans. Oui, l'un des épisodes de la trilogie originale fut l'un des tout premiers films que j'ai vus de ma vie. Ce film Star Wars a fait germer ma passion que j'ai pour le cinéma. Et cette passion n'a fait que grandir avec ma découverte de la trilogie Retour vers le futur, la trilogie Indiana Jones, et très peu de temps après, mon tout premier film que je suis allé voir au cinéma, Le Roi Lion. Et pour cette vidéo, nous allons traiter le cas du tout premier film de la saga réalisé en 1977. Je veux bien sûr parler de Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Petite parenthèse, avant de commencer, je vous invite à aller voir cette vidéo, où je donne un préavis très rapide sur les œuvres que nous allons traiter, et lesquelles je vais le plus ou le moins défendre. Mais surtout pour les règlements concernant cette vidéo et celles qui vont suivre. Voilà, parenthèse terminée, passons à la suite, passons au film. Si je vous dis THX 1138 et American Graffiti, pouvez-vous me dire quel est le lien entre ces deux films? La réponse est très simple. Ils ont tous les deux le même réalisateur, à savoir George Lucas. Après avoir réalisé American Graffiti, notre jeune et timide réalisateur voulait adapter un projet de science-fiction de rêve, sorti tout droit de son imagination, Star Wars. Et pourtant, il a fallu à George Lucas 4 longues années avant de pouvoir réaliser son film. 4 ans. 4 ans, Mais heureusement pour nous aujourd'hui, George Lucas a eu un sacré coup de peau. Il a été très bien entouré. En commençant par Alan Ladd Jr., un grand producteur de l'histoire du cinéma, qui a produit par exemple Star Wars, Blade Runner et Braveheart. Et il avait aussi Gary Kurtz, un autre grand producteur, qui a produit pour Lucas avant cela American Graffiti, et qui produira le film d'aujourd'hui, L'Empire contre-attaque, et plus tard Gary Kurtz produira Dark Crystal. Et je tiens à souligner quelque chose d'incroyable à propos de Gary Kurtz. C'est de lui d'où est venue l'idée, l'élément qui rassemblera tous les films de la saga. La Force. Oui, c'est lui qui l'a imaginé. Et surtout que Lucas était encore plus aidé et conseillé par d'autres, dont Ralph McQuarrie, dessinateur qui a imaginé les concepts des vaisseaux que nous connaissons maintenant, et que c'est lui qui a eu l'idée de mettre une armure à Dark Vador. La première femme de George Lucas qui l'a conseillé, tout comme Gary Kurtz, de se concentrer sur les personnages, et qui lui a aidé à monter le film, ainsi que les autres de la trilogie au passage. John Dykstra, inventeur de la Dystraflex, une caméra pilotée à distance, qui a permis à George Lucas d'avoir des effets spéciaux à en couper le souffle. Et bien entendu, une panoplie de grands réalisateurs qui formaient avec George Lucas le nouvel Hollywood. Brian De Palma, John Carpenter, Michael Cimino, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et Steven Spielberg. Et à la composition des films, John Williams, le plus grand compositeur que le cinéma n'ait jamais eu, et qui va réaliser pour Lucas une composition qui va rester dans la légende. Maintenant que vous connaissez tous les secrets du montage, passons directement maintenant au film. Le film commence par une signature bien spécifique au grand film Star Wars. Tout d'abord par le message dans une galaxie lointaine très lointaine, puis le générique défilant. Et dans ce film, il est question d'une guerre qui fait rage au cœur de cette galaxie entre l'Empire Galactique qui y règne et un mouvement rebelle. Les rebelles ont réussi à dérober les plans de construction de leur toute nouvelle arme de destruction massive, l'Étoile Noire, ou Étoile de la Mort si vous préférez. Et il est question d'une princesse dénommée Leia, qui part en direction de la planète Alderaan pour livrer le message aux rebelles, et ainsi peut-être ramener la paix dans la galaxie. Déjà dès le début après le générique, boum! Le choc, un petit vaisseau sous le feu d'un immense vaisseau.
Et on peut voir un peu aussi une lutte à la David contre Goliath. Les rebelles qui possèdent des tout petits appareils face à l'Empire qui en possède des immenses. Les impériaux arrivent à immobiliser le petit vaisseau et à l'aborder. Et nous suivons ce conflit par l'intermédiaire de deux droïdes. Z6PO, un droïde programmé pour le protocole diplomatique, et un droïde bricolo nommé R2D2. Le bricoleur, peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut! Face à la puissance des soldats de l'Empire qu'on appelle les Stormtroopers, les défenseurs du petit vaisseau ne font pas le poids. Du coup, il est grand temps d'évacuer. Surtout quand arrive Dark Vador, l'antagoniste principal de cette trilogie. 6PO et R2D2 arrivent à s'échapper du vaisseau grâce à une capsule de sauvetage et rejoindre la planète la plus proche, une planète complètement désertique. Mais les forces de l'Empire ont réussi à capturer la princesse Leia, jouée par Carrie Fisher, qui nous a quittés bien trop tôt en 2016, à l'âge de 60 ans. Vador décide de la garder prisonnière jusqu'à ce qu'elle révèle où est-ce qu'elle a caché les plans de l'étoile noire. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate. Vador n'a que faire de son statut et l'emmène, malgré la mise en garde de ses hommes. En parlant de ses hommes, un de ces derniers lui a prévenu qu'une capsule de sauvetage a quitté le vaisseau au beau milieu de la bataille. La princesse a dû cacher les plans dans cette capsule. Commodore, formez une patrouille pour la récupérer, vous en prendrez le commandement. Personne ne se mettra sur notre route. Quant à 6PO et R2D2, ils sont vraiment dans la mouise. R2 en a marre des jérémiades de 6PO et décide de partir vers les rochers, ce que 6PO ne veut pas. Il décide donc de se séparer, malgré un message très intéressant d'R2. Quelle mission? Qu'est-ce que tu me sens? Oh, je t'ai assez vu. Eh bien, va par là. Je parie que tes circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille myope. Mais je vous rassure, les deux comic relief vont se retrouver. Ils vont se faire embarquer par des aliens de la planète, les Jawa, des marchands du désert. Ils vont vendre 6PO et R2D2 à une ferme tenue par les Lars, et qui ont à leur charge un neveu, Luke Skywalker. Il est joué par Mark Hamill, dont Luke Skywalker a été son plus grand rôle, avec celui-ci. Because now, there's a teeny little bit of me in you too, bats. It'd be funny if it weren't so pathetic. No, what the heck, I'll laugh anyway. But you of all people should know, there's plenty wrong with me. Un point très intéressant qu'on peut noter depuis le tout début du film, on est en pleine perte de repères. Nous ne savons pas du tout ce qui se passe, ni le pourquoi du comment. Et pour vous prouver encore une fois de plus qu'on est en pleine perte de repères, écoutez bien ce dialogue. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée. J'adore cette phrase. Elle nous montre parfaitement bien, malgré le fait que nous soyons que sur une seule planète, que l'univers qui nous est proposé est vraiment immense, et qu'on est très curieux de le découvrir. Oui, de le découvrir, surtout après ça. Et c'est alors que fait son apparition parfaitement bien calculée, Luke Skywalker, un personnage témoin auquel les spectateurs peuvent parfaitement bien s'identifier. J'adore le personnage de Luke Skywalker. C'est un personnage que je trouve extrêmement attachant, même s'il nous le montre en train de se plaindre dès le début de son apparition. Mais c'est compréhensible. Luke n'a pas du tout envie d'avoir une simple vie de fermier. Non, c'est un rêveur, il a envie de partir vers d'autres horizons et de parcourir les étoiles en devenant pilote de vaisseaux spatiaux. Et au passage essayer de marcher sur les traces de son père. Luke est tout sauf un fermier, Owen. Il ressemble trop à son père, ce gamin. C'est bien ce qui me fait peur. En nettoyant les deux droïdes, Luke finit par déclencher quelque chose chez R2. Le petit droïde émet un message de détresse holographique montrant la silhouette de la princesse Leia, qui se répète continuellement en boucle. Luke, d'abord captivé par la beauté de la jeune femme, commence à s'interroger par le nom que le message émet. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Obi-Wan Kenobi, je me demande s'il parle de Ben Kenobi. Je ne connais personne qui s'appelle Obi-Wan, mais... il y a le vieux Ben qui habite derrière les dunes. C'est un type étrange, un ermite. En essayant d'en apprendre un peu plus, le petit droïde râleur coupe tout. Ah, sacré petit droïde, hein. Oh, franchement, R2, t'as pas vu que ce jeune garçon voulait bien aider ? Bon, ça va pas t'empêcher de te barrer. Parce que oui, on apprend que R2 a filé durant la nuit, vu qu'il n'arrête pas de parler de Obi-Wan Kenobi et qu'il veut le retrouver pour lui délivrer le message, vu que c'est à lui qui lui est destiné. Le lendemain, Luke part à la recherche du petit R2, en compagnie de 6PO. Il retrouve le petit droïde au beau milieu d'un canyon, mais ils sont sauvagement agressés par des créatures hostiles tout de suite après. Les Hommes des Sables. Ils sont sauvés par l'apparition d'une silhouette encapuchonnée, et qui soigne Luke d'une bien curieuse façon. Il s'agit de Ben Kenobi,
le vieil ermite que Luke avait mentionné précédemment, joué par le grand acteur Alec Guinness. Luke a profité de ces retrouvailles pour savoir que le véritable nom de Ben Kenobi est Obi-Wan Kenobi. Je crois bien qu'on ne m'a pas appelé Obi-Wan depuis bien avant que tu viennes au monde. Ce dernier décide d'emmener le jeune garçon et les 2 droïdes chez lui, où ils y seront plus au calme pour discuter. Une fois sur place, Luke en apprend un peu plus sur son père. Autrefois, j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Il était le meilleur astropilote de la galaxie. Et un tacticien hors de pair. Et c'était aussi un ami. Ben en profite au passage pour lui remettre un étrange objet en forme cylindrique, un sabre laser, l'arme ancestrale des chevaliers de Jedi, un ordre qui avait assuré la paix et la sécurité au sein de la galaxie, jusqu'à ce que l'Empire apparaisse et les extermine tous. Comment mon père est-il mort? Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers de Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Et c'est ainsi pour la toute première fois que la Force est évoquée. D'après les dires de Ben, c'est une énergie qui donne aux chevaliers Jedi de grands pouvoirs, créés par tout être vivant, tissant un lien avec eux et maintenant la galaxie ont un tout unique. Ouais, si au cas où je vous ai perdu, vous en faites pas, je pense que des néophytes auraient été tout aussi perdus. Surtout au vu de la tête de Luke, il doit être aussi perdu que nous le pauvre. Mais on est tout autant fasciné par les dires de Ben, vu que c'est un ermite qui a vécu à une époque révolue. Bon, revenons déjà à ce que nous savons. Tiens, remettons-nous le message de détresse de la princesse Leia. J'ai pu mettre des informations vitales pour la victoire de la rébellion dans le mémorisateur incorporé de ce droïde. Mon père saura comment les récupérer. Il faut que ce droïde lui soit livré sain et sauf à Alderaan. L'issue du combat dépend de vous. Ben décide donc de partir en compagnie des 2 droïdes, et il invite Luke à venir avec lui, pour qu'il puisse l'aider dans sa mission et commencer à l'enseigner sur la voie de la Force. Mais Luke s'oppose à cette décision de partir, au vu des responsabilités qui le lient à sa famille. Bon, passons un peu du côté des impériaux. On découvre enfin l'Étoile Noire. On y découvre un nouveau personnage, le Grand Moff Tarkin, joué par Peter Cushing, le commandant en chef de l'Étoile Noire. Il assiste à une réunion de ses généraux qui étaient en train de se disputer. D'un côté, ceux qui doutent de l'invulnérabilité de l'Étoile Noire au vu du mouvement rebelle, qui a récupéré les plans de construction de l'Étoile Noire et qui ont peur que les rebelles trouvent une faille, et de l'autre, ceux qui pensent que l'Étoile Noire est invincible. Vador s'immisce dans la discussion en prétendant que l'Étoile Noire n'a rien d'impressionnant, comparé à la plus grande puissance de l'univers qu'est la Force. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. On a ce gaillard qui affirme que l'ancienne religion de la Force n'a plus lieu d'être, et qui doute de sa puissance, mais qui est assurée par la puissance militaire de l'Étoile Noire. Ça c'est intéressant. Un gouvernement qui contrôle tout, qui est athée, qui veut faire disparaître toute trace d'un ancien gouvernement ou d'une ancienne culture, et qui croit plus en la puissance matérielle et la puissance militaire. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Bon, c'est quand même un peu survolé, mais George Lucas, qui est passionné par la Seconde Guerre mondiale, a voulu représenter les nazis avec l'Empire Galactique. Et franchement, c'est bien trouvé. Mais revenons un peu au film. Vador cloue le bec de ce fort en gueule en l'étranglant par l'intermédiaire de la Force. Votre manque de foi me consterne. Mais Tarkin rappelle Vador à l'ordre. Et ça ne veut pas dire que Tarkin contrôle Vador. Non, là je m'adresse aux chipoteurs. Ils sont tous les 2 au même grade, c'est juste que Tarkin est sur sa base de commandement, et que Vador doit se plier à ses règles, les règles qu'il a établies. Il charge ses généraux de préparer l'Étoile Noire sur le pied de guerre, et au Seigneur Vador de repérer la base des rebelles. Et il s'y prend en commençant par torturer la princesse Leia. Du côté de nos héros, ils découvrent en plein désert une scène de massacre. Ben n'est pas convaincu qu'il s'agisse d'une attaque isolée, mais plutôt d'un coup de l'Empire. Quant à Luke, il reconnaît la tribu de Jawa massacrée, vu que c'est la même qui a vendu les 2 droïdes à sa famille, et il en arrive à une horrible conclusion. S'ils ont retrouvé la trace des robots, ils savent qui les a achetés, ça va les conduire directement à la maison. Attends, Luke! C'est trop dangereux! Malheureusement pour notre héros, il est déjà trop tard. Son foyer a été détruit et sa famille a été massacrée. En un regard, tout est dit. Il n'y a plus rien qui le retient ici. Désormais, il est prêt à partir aux côtés de son mentor pour aller affronter les troupes de l'Empire. J'apprendrai à maîtriser la Force pour devenir un Jedi comme mon père. En arrivant à la ville de Mos Eisley où ils espèrent trouver un pilote pour quitter la planète, ils arrivent dans une cantina et cette scène est restée gravée dans la légende, que cela soit par sa musique,
que par la foule d'extraterrestres que l'on voit. Des drôles, des petits, des bleus et des moches. Tu parles pour toi là, gueule d'amour? Bibi. Oups. Bon, Ben met fin à la bagarre en découpant au sabre laser le bras de l'un d'entre eux. Hardcore! Et c'est surtout dans cette scène que l'on rencontre les derniers grands personnages de ce film, et de la trilogie. Han Solo, joué par Harrison Ford, et Chewbacca, joué par Peter Mayhew. Han Solo est le bad boss beau gosse populaire de la trilogie. C'est un pirate de l'espace. Il n'hésite pas à embobiner son entourage pour arriver à ses fins. Même si c'est un pirate, il a tout de même un bon fond. Il ne tue jamais sauf quand c'est nécessaire, préfère faire de la contrebande plutôt que du vrai piratage, et adore jouer les beaux parleurs. Et j'aime beaucoup son humour. Pour la femme de ménage. Quant à Chewbacca, c'est grosso modo le bourrin de l'équipe. C'est un Wookiee possédant une grande force physique, et qui s'exprime que par des cris. Mais la performance de Peter Mayhew en a fait un véritable personnage, quasiment qu'avec des gestes corporels. Après avoir conclu un marché, les voici enfin prêts à partir, à bord du Faucon Millenium. Malgré l'intervention des Stormtroopers et de 2 croiseurs impériaux, le Faucon Millenium arrive à s'en tirer grâce à la vitesse lumière. Direction Alderaan. Sauf que l'étoile noire est déjà sur place. Sous la menace de voir sa planète natale complètement détruite, Leia avoue où se trouve la base des rebelles. Mais Tarkin est beaucoup plus vicieux qu'il n'y paraît. Il détruit la planète en un seul tir de l'étoile noire, sous les yeux de la princesse. Mais ce qu'elle a avoué était en fait un mensonge, du coup les impériaux décident de la punir en la condamnant à mort. Du côté de nos héros, ils font tous leurs petites occupations. Luke apprend le maniement au sabre laser sous les yeux de son mentor, les droïdes et Chewbacca jouent à un jeu de plateau, et Han fait valoir ses doutes à propos de la Force. J'aime bien cette scène, surtout vis-à-vis de Luke, qui voit un peu comme une seconde famille qui se reconstruit, avec la figure paternelle, le grand frère taquin, le râleur, la pipelette et le gros muscle. Une fois arrivé sur place, il n'y trouve que des débris d'une planète, et bien entendu, l'étoile noire. Que cette dernière attire vers elle le Faucon Millenium grâce à un rayon tracteur. Nos héros arrivent à échapper à la vigilance des impériaux et à Dark Vador, mais ce dernier ressent quand même la présence de Obi-Wan Kenobi. Il décide d'échafauder un plan pour s'en sortir. Ben se charge seul de l'alimentation du rayon tracteur pour permettre à leur vaisseau de décoller, ce qu'il arrive à faire bien entendu. R2 découvre où se trouve la princesse Leia et Luke, Han et Chewbacca décident d'aller la sauver. Sauf que leur pétarade a fait sonner l'alerte générale, et quant à Dark Vador, il décide d'aller affronter seul son ancien mentor. Et la scène d'action et de tension, où nos héros affrontent Stormtroopers, un monstre, un piège mortel, un précipice, affrontement spatial, le tout en s'enchaînant, que du bonheur. Et en plus de ça, ça apporte un des gags les plus drôles que j'ai jamais vus. Putain, ce gag, il est génial. À chaque fois qu'un film a repris ce gag, ça me fait toujours mourir de rire. Ah, c'est ma copine, bande d'abrutis! Sauvez-vous! Quand il a foutu le feu à la salle! Et du côté de Ben, il se retrouve face à face avec Dark Vador, son ancien élève. Et que vous le vouliez ou non, ce duel est un des meilleurs de toute la saga. La puissance de ce duel ne se repose pas du tout dans son spectacle, mais dans son histoire. Nous avons là un maître et son ancien élève, l'image d'un père et de son fils. L'élève qui a rejeté l'enseignement de son mentor. 2 idéaux qui s'opposent. Mais je peux en comprendre certains qui sont allergiques par ces mouvements qui sont un peu vieillots. Mais malgré la puissance du vieux Jedi, il préfère se sacrifier pour permettre à Luke de s'enfuir. Une fois tirés d'affaire après une confrontation avec les chasseurs TIE, les voici partis en direction de la base rebelle. Mais les impériaux les suivent parce qu'ils ont mis un mouchard à leur bord. Et là on peut voir un triangle relationnel qui se dessine, entre Luke, Han qui commence à être amoureux de la même femme. Arrivés à la base de la rébellion, les rebelles ne perdent pas une seule seconde pour extirper les plans de l'étoile noire à l'intérieur du corps de R2. En déchiffrant les plans, on découvre que la station de l'Empire a bel et bien un point faible. C'est la bouche d'entrée de la canalisation des aérateurs thermiques. Chose facile me direz-vous, il suffit juste qu'un tout petit vaisseau se faufile à travers la tranchée, tire une torpille dans le trou pour faire sauter la station. Sauf que... La zone de tir a peine 2 mètres de diamètre. Bordel de merde! Au vu de l'approche du combat, tout le monde semble fin prêt, sauf Han qui décide de partir, préférant prendre la fuite plutôt que de participer à ce combat démentiel, à la grande déception de Luke.
Il y retrouve quelques potes de son enfance et son copilote mécanique est R2. Maintenant, tous les préparatifs sont prêts pour aboutir à la meilleure bataille spatiale de toute la saga Star Wars. Oui, je l'ai dit, la bataille de l'étoile noire est la meilleure de toute la saga, et c'est indiscutable. Déjà, d'une, remettez-vous tous les éléments que j'ai énoncés précédemment. Un combat de David contre Goliath, de plus, rajoutons de la difficulté. Les rebelles n'ont que 30 tout petits vaisseaux face à une immense station spatiale de combat qui est défendue par une escadrille de chasseurs TIE. Et les rebelles n'ont pas d'autres options, ils doivent vaincre ou mourir. Et pour nous mettre encore plus dans l'angoisse, rajoutons un compte à rebours. L'ennemi sera à portée de tir dans 15 minutes. On va tous crever. Et ce climax est le plus intensif que j'ai jamais vu de ma vie, avec la course-poursuite finale de Retour vers le futur. Que cela soit par ses plans symboliques, comme l'avancée des vaisseaux rebelles face à l'étoile noire, l'entrée dans la célèbre tranchée qui est devenue une des scènes les plus marquantes de toute l'histoire du cinéma. On peut noter quelque chose notamment dans cette bataille, que le désespoir grandit, que cela soit par l'avancée de l'étoile noire représentée par le temps qui s'écoule, ou par la perte des vaisseaux rebelles. Et qu'est-ce qu'ils en perdent des vaisseaux, surtout quand Dark Vador entre en scène. Le dernier espoir pour l'Alliance repose entre les mains de Luke Skywalker. La force est tellement puissante en Luke qu'il ressent la présence de son ancien mentor, et ce dernier va guider et conseiller Luke tout au long de la bataille. Luke, fais appel à la force. Suis ton instinct, Luke. Fais croire qu'il est protégé par la force. Luke, aie confiance en moi. Luke reprend espoir et se laisse guider par la force. Il a enfin terminé le début de son parcours initiatique pour entrer progressivement dans un autre univers. Il fonce la tête levée vers son objectif, quand soudain... Cette fois, je te tiens. Quoi? Waouh, ça c'est une entrée fracassante. Il ne reste plus qu'à Luke de porter le coup de grâce, et il y arrive. Ah, ça y est, on peut respirer. Quoi? Attendez, non. Non, mais qu'est-ce que t'attends pour péter? Oh bon sang, c'est pas vrai, elle va tirer. Oh! Souviens-toi, Luke. La force est avec toi à tout jamais. Il a vaincu l'Empire dans une bataille, mais pas encore la guerre. Surtout au vu que Vader n'a pas été détruit, mais seulement été mis en déroute. Et il reviendra. Mais bon, en attendant que ça se gâte, fêtons cette grande victoire par une fête en liesse. Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir est un excellent film, un des meilleurs films de toute la saga, et qui plus est, le meilleur choix possible pour entamer ses débuts dans la saga Star Wars. Vu que c'est un film qui nous invite à découvrir un nouvel univers, nous présentant des personnages intéressants, touchants et charismatiques, un scénario certes très simple mais très efficace, malgré 4 années de galère et un tournage plus que stressant pour le jeune réalisateur George Lucas, il s'est tout de même inspiré de pas mal d'éléments, que cela soit des éléments réels tels que la Seconde Guerre mondiale, des éléments fictifs comme les films de samouraïs japonais, ou encore il s'est inspiré d'œuvres littéraires comme les romans de Edgar Rice Burroughs, les différents mythes à travers le monde tels que la légende arthurienne, et surtout l'œuvre dont le film s'inspire le plus, Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, que je vous conseille fortement, parce que d'après les dires de Joseph Campbell, quelles que soient les histoires, cela suit toujours un même cycle. Le héros vivant dans son petit coin reculé va ressentir au bout d'un moment l'appel de l'aventure. Il va rencontrer son mentor ou son guide spirituel qui va lui donner toutes les bases et les compétences nécessaires pour accomplir son but ultime. Et au passage, il va s'entourer d'une équipe de personnages hauts en couleur, avec chacun leurs compétences particulières et leurs personnalités très variées. Entre autres, pour les jeunes artistes qui souhaitent créer une super histoire, c'est l'équivalent du scénario parfait. Et beaucoup d'œuvres se sont inspirées de ce scénario. Des œuvres telles que Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, la trilogie Batman de Nolan, Matrix, la trilogie Kung Fu Panda, Le Roi Lion, etc. etc. Même Star Wars a repris à 2 fois le même scénario, pour le pire comme pour le meilleur. Le thème principal du film est bien entendu, comme son nom l'indique, l'espoir, qui est tout de même représenté par pas mal d'éléments dans ce film. Que cela soit l'apparition du faucon qui est suivi par un halo de lumière, démontrant l'espoir qui revient. L'espoir est aussi représenté par la musique du grand John Williams, avec un thème qui est resté pendant longtemps mon préféré de toute la saga, le thème de la force. Luke Skywalker est à lui seul une incarnation de l'espoir, vu qu'il incarne à lui seul l'espoir d'un avenir meilleur, et il y en a encore tellement à dire. Ah, un autre truc qui me fait extrêmement marrer à propos de Star Wars épisode 4,
certains noms traduits en VF. Bien que ça me dérange pas trop, mais c'est marrant de le souligner. Comme par exemple R2-D2 qui ne s'appelle pas vraiment R2-D2, mais D2R2 dans ce film. L'étoile noire devrait s'appeler l'étoile de la mort, mais je préfère l'appeler l'étoile noire, surtout que ça me permet de différencier avec celle-là. Le Faucon Millennium s'appelle le Millennium Condor, et le plus rigolo, Chewbacca qui s'appelle Chico. Bien que ça soit une erreur de traduction de la VF, ça me dérange pas pour autant. Et puis les autres films de la saga reprendront les noms originaux. Et cela ne gâche en rien la qualité du film qui est juste d'une excellence exemplaire. Bref, un chef-d'œuvre qui pose les bases d'un nouvel univers qui nous ouvre ses portes et qu'on continuera à découvrir avec les personnages qu'on a aimés et qu'on continuera à suivre dans les prochains films. Et voilà tout le monde, c'est la fin de ma vidéo. Certes, je reconnais que ces vidéos sont assez longues, mais je tiens à vous faire partager mon amour que j'ai pour la saga Star Wars. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film dans les commentaires, et quant à moi je vous dis, à la prochaine où nous attaquerons l'Empire contre-attaque. Salut, c'était l'Oncle Buck.